en médecin et de traitement en traitement, je me suis dit que j'avais peut-être autre chose à tenter. Et pour moi, ça a été vraiment hyper révélateur. Mais ce qui a été d'autant plus révélateur, c'est que lorsque j'ai dû changer d'alimentation, j'ai trouvé ça super difficile en fait de trouver les bonnes infos, d'avoir la bonne motivation, de trouver un concept sympa qui m'aide un peu à m'y retrouver dans tout ça. Et puis, de garder la motivation pour y arriver. Et j'ai donc décidé de créer un programme pour aider les gens à changer d'alimentation en leur expliquant effectivement l'impact du microbiote, l'impact de l'alimentation sur notre santé, sur notre bien-être en général. Et donc, c'est un programme qui se déroule en ligne et qui dure plusieurs semaines où effectivement, on reçoit des infos tous les jours, on reçoit des SMS, on reçoit des centaines d'idées recettes et des menus. Et donc voilà, c'est vraiment un cadre dynamique et sympa pour comprendre un petit peu tout ce qui concerne le microbiote et l'alimentation. Et du coup, c'est tout naturellement aussi qu'on a sorti un livre, Un intestin heureux avec Apibiote, qui réunit, qui résume assez bien tout ce qui concerne le microbiote et comment mettre en application cette alimentation, surtout au quotidien. Top. Merci Virginie. Hop. Du coup, tout au long de la conférence, on va voir 3 objectifs. Déjà, mieux appréhender le microbiote intestinal, parce que c'est vrai que c'est un peu un gros mot pour certains d'entre nous, notamment moi, quand j'ai commencé à m'y intéresser. Et là, on va en savoir encore plus. On va voir aussi comment préserver un microbiote sain, justement par les bons réflexes à adopter prodigués par Virginie, notamment dans sa méthode, mais aussi là durant la conférence. Et ensuite, en quoi l'alimentation durable, puisque c'est vraiment le cœur de notre sujet pendant le programme alimentation, c'est comment finalement l'alimentation durable peut être un allié dans la bonne gestion et la bonne compréhension en fait de notre microbiote. Donc tout d'abord, Julien, je vais te laisser la parole sur qu'est-ce que le microbiote intestinal. Alors attends, Julien. Ouais, vous Julien, m'entendez, c'est tout bon? on t'entendait plus, mais là c'est parfait. Alors, du coup, je vais essayer de vous donner quelques notions sur le microbiote intestinal parce que c'est ça qui va faire le lien avec tout ce que vous allez entendre là, pendant l'heure qui vient. Déjà, pour dire que l'intestin, c'est pas juste un tube et c'est pas non plus uniquement un outil à digérer. C'est bien plus que ça puisque notre intestin héberge un véritable écosystème et c'est ça qu'on appelle notre microbiote intestinal. En fait, nous sommes pas 100% humains et nous sommes plus microbiens qu'humains. En fait, déjà, qu'est-ce qu'un microbiote? En fait, c'est l'ensemble des micro-organismes qui vivent au sein d'un écosystème donné. Donc, le microbiote intestinal, c'est l'écosystème avec l'ensemble des micro-organismes qui vivent au sein de notre tube digestif. Mais nous avons également un microbiote orobuccal, un microbiote cutané, c'est-à-dire que nous avons des milliards de bactéries et d'autres microbes sur la peau, dans le vagin, dans nos voies urinaires et même dans nos poumons. Mais là, aujourd'hui, nous allons nous intéresser surtout au microbiote intestinal. C'est de loin le plus connu et le plus riche de tous nos microbiotes, puisqu'il est constitué d'environ 40 000 milliards de micro-organismes, donc principalement des bactéries, où on a identifié plus de 1000 espèces différentes dans le microbiote intestinal des humains. Mais pas seulement, il y a également des virus, et notamment des phages, qui sont des virus qui vont s'attaquer à certaines bactéries, qui seraient probablement 10 fois plus nombreux que les bactéries. Également des levures, des champignons, des archées. Mais ce soir, on va parler principalement de nos bactéries intestinales, puisque c'est vraiment au sein de notre microbiote intestinal l'écosystème que nous connaissons le mieux. Dans 1 gramme de sel, il y a à peu près 100 milliards de bactéries, donc c'est bien plus que la population mondiale. Et tout ça, ça représente 1 à 2 kilos de notre poids corporel. Donc c'est vraiment, vraiment très important. Et ce microbiote intestinal, il est vraiment unique et propre à chaque individu, un peu comme une empreinte digitale, même si l'empreinte digitale va rester fixe tout au long de notre vie et notre microbiote intestinal va évoluer tout au long de notre vie. Alors, comment est-ce qu'on acquiert notre microbiote intestinal? Contrairement à notre
génétique, à notre ADN qu'on va hériter directement de la moitié de notre père et de la moitié de notre mère, le microbiote intestinal, ça va être complètement différent. Déjà, on considère que dans l'utérus, en tant que fœtus, nous n'avons pas de microbiote et que l'acquisition de ce microbiote intestinal se fait au moment de la naissance, principalement en rapport avec l'environnement microbien immédiat avec lequel on va être en contact. Donc cet environnement microbien, il va être différent en fonction de si on va naître déjà par voie basse, par voie naturelle, où on va être directement en contact avec le microbiote vaginal, voire le microbiote intestinal de notre mère, ou si on va naître par césarienne, auquel cas on va être en contact avec le microbiote cutané et éventuellement les outils des obstétriciens, etc. Ensuite, le microbiote va être également différent en fonction de notre origine géographique, c'est-à-dire qu'un bébé qui va naître en Asie ou en Afrique va avoir un microbiote totalement différent de celui qui va naître aux États-Unis ou en Amérique du Sud. Et puis, bien sûr, la flore intestinale maternelle va jouer également un rôle. Ensuite, dès les premiers moments de vie, qu'est-ce qui va le plus faire évoluer notre microbiote? Eh bien, ça va être globalement l'environnement, ce qu'on va mettre dans notre bouche, ce qu'on va toucher, etc., et notre alimentation. Donc, au tout début, l'allaitement va être également un facteur très important de l'évolution et du développement dans les premiers mois de vie de notre microbiote intestinal. Ensuite, il va continuer à évoluer principalement avec l'alimentation, avec éventuellement des maladies, des traitements qu'on va être amené à prendre, et puis il va s'appauvrir petit à petit avec l'âge. En fait, il faut considérer qu'à partir de 3 ans, notre microbiote il est déjà presque définitif. Donc c'est vraiment la période entre la naissance et 2-3 ans, c'est une période cruciale où en fait, qui va être vraiment propice à un bon développement de notre microbiote intestinal ou au contraire à un mauvais développement, notamment si on est né par césarienne, qu'on n'est pas allaité et surtout qu'on est amené à prendre beaucoup d'antibiotiques. Donc on pourra en reparler plus tard de tout ça. Ensuite, il va évoluer très peu jusqu'à l'adolescence et ensuite, il va quasiment plus évoluer, si ce n'est en mal, notamment avec une mauvaise alimentation ou des maladies, des traitements qu'on va être amené à prendre. Et le meilleur moyen, on en reparlera, de le garder, de le préserver, ça va être l'alimentation. Alors pourquoi est-ce qu'on parle souvent de deuxième cerveau? Vous en avez peut-être déjà entendu parler parce qu'on entend beaucoup parler sur des magazines, à la télé, etc. Déjà parce que notre intestin dispose du deuxième plus grand réseau de neurones après notre cerveau, avec plus de 200 à 500 millions de neurones au sein de nos intestins. Ces neurones, ils vont être une communication entre notre cerveau et notre intestin, mais également dans l'autre sens, c'est-à-dire que notre intestin va envoyer énormément d'informations vers le cerveau. Et on va parler du coup d'axe cerveau-intestin. Et le microbiote intestinal, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais va vraiment jouer office de médiateur pour faire communiquer l'intestin et le cerveau. Déjà en produisant des neurotransmetteurs, et notamment la sérotonine, qui est un neurotransmetteur impliqué notamment dans la régulation de l'humeur, c'est pour ça qu'elle est souvent appelée hormone du bonheur, et qui va être régulateur de tout un tas d'autres activités. Et également, notre microbiote intestinal jouerait un rôle sur notre comportement. Alors, ça n'a pas été vraiment démontré chez l'homme, mais en tout cas, chez la souris, c'est très net. Une souris sans microbiote a un comportement beaucoup plus téméraire, beaucoup plus imprudent et va être beaucoup plus stressée. Et va également avoir des troubles de la mémoire. Et ça va être réversible, c'est-à-dire qu'une souris, si elle est encore jeune et qu'on lui remet en place un microbiote ou si on lui redonne certaines bactéries, notamment des lactobacilles, elle va pouvoir retrouver un comportement plus normal et récupérer de ses troubles de la mémoire. Alors, à quoi sert notre microbiote intestinal? Si on a 30 à 40 000 milliards de micro-organismes en nous, ce n'est pas pour rien, c'est que ça va participer au bon fonctionnement de notre organisme. Déjà, en nous aidant à digérer les fibres alimentaires. Virginie vous en parlera bien tout à l'heure, je ne rentrerai pas dans les détails, mais notre organisme humain, sans nos bactéries intestinales, on n'est pas capable de les digérer. Or, c'est très important puisque c'est en les digérant qu'on va produire un substrat énergétique très important qui sont les acides gras à chaîne courte, qui vont notamment servir à renouveler la muqueuse de nos intestins, mais pas seulement, ça va aussi interagir avec beaucoup d'autres de nos organes. Le microbiote va également nous aider à développer et à maturer notre système immunitaire. Ça a été montré chez la souris, une souris sans microbiote
un système immunitaire qui n'est pas efficace et qui ne va pas lui être utile pour se défendre vis-à-vis de certaines maladies, notamment des infections. Et puis, le microbiote intestinal, c'est vraiment en communication en permanence avec nos systèmes immunitaires, qui sont en gros un peu les soldats qui vont nous défendre, qui vont être en première ligne par rapport à des virus, des bactéries potentiellement pathogènes. L'autre chose aussi, l'autre système de défense, c'est ce qu'on appelle l'effet barrière, c'est-à-dire que notre microbiote intestinal, en tapissant l'ensemble de la muqueuse de nos intestins, va rendre très difficile la colonisation au niveau intestinal par des bactéries, des virus potentiellement méchants. Et elles vont également pouvoir sécréter, les bactéries intestinales, des petites molécules qu'on appelle des peptides antimicrobiens qui vont être des sortes d'antibiotiques naturels. Donc voilà, le microbiote va vraiment être notre première barrière pour nous défendre vis-à-vis de mauvaises bactéries ou de mauvais virus. Également, notre microbiote va pouvoir produire des petits métabolites et notamment des neurotransmetteurs, mais pas seulement. Donc les neurotransmetteurs sont des petites molécules qui vont activer les neurones. Elles vont également produire des vitamines. Donc ça, on le sait que depuis quelques années, mais c'est très important, ça peut produire énormément de petites molécules qui vont participer au quotidien au bon fonctionnement de notre organisme. Également, notre microbiote va pouvoir nous aider à métaboliser les médicaments. C'est-à-dire que, on le sait depuis quelques années maintenant, ça nous aide à comprendre pourquoi certaines personnes répondent plus que d'autres à certains médicaments et pourquoi certains développent certains effets secondaires et pas tout le monde. En fait, nos bactéries intestinales vont pouvoir digérer un peu avec certaines enzymes une partie des médicaments et augmenter le principe actif ou le diminuer du médicament, etc. Ça, c'est dans les grandes lignes, mais c'est vraiment très important. Et donc, pour continuer sur le lien entre notre microbiote et notre santé, quelques diapositives pour vous illustrer un petit peu un lien. Tout au long du XXe siècle, on a vu une diminution des infections graves et en fait, on s'est mis à mourir de moins en moins d'infections. Avant, on mourait énormément de pathologies infectieuses et en fait, avec les antibiotiques, avec l'amélioration de l'hygiène, la vaccination, etc., on a eu de moins en moins ces maladies infectieuses potentiellement graves. Et en parallèle, on a eu de plus en plus d'autres maladies qu'on ne connaissait pas à l'époque, qui étaient des maladies liées à un dysfonctionnement de notre système immunitaire, comme la maladie de Crohn, la sclérose en plaques, le diabète de type 1 ou même des maladies liées à l'allergie, comme l'asthme. Et donc ça, c'est l'hypothèse hygiéniste qui est probable, en gros, en améliorant l'hygiène, notre système immunitaire n'avait plus à se défendre contre des bactéries et du coup, c'est souvent attaqué à nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'on est passé de ces pathologies infectieuses à des pathologies dysimmunitaires. L'autre chose aussi, ça c'est pas mal d'études de ces dernières années qui en fait, des scientifiques ont étudié la diversité en microbiote, c'est-à-dire la richesse en bactéries intestinales de plusieurs peuples et notamment de peuples chasseurs-cueilleurs qui étaient très loin de la population occidentale, donc notamment des Amérindiens ou des populations des indigènes de Colombie, du Venezuela et les peuples malawi qui sont un peuple en Afrique de l'Est. Et bien, ce qu'ont montré ces chercheurs, c'est que le microbiote intestinal de ces populations était beaucoup plus riche que celle de nos populations occidentales et ils ont comparé par rapport à un enfant américain. Et donc, en fait, tout ça pour dire que de génération en génération, on a appauvri notre microbiote intestinal. Donc ça, c'est l'hypothèse microbienne. Et vraisemblablement, le fait d'avoir augmenté notre niveau d'hygiène et tout aseptisé, le fait de ne plus être en contact avec les microbes, et en même temps le fait de consommer beaucoup moins de fibres, parce que ces peuples-là, d'Amérique du Sud, d'Afrique, etc., mangent 5 à 15 fois plus de fibres que nous, et bien ça a fait que ça a probablement appauvri notre microbiote intestinal et que c'est à l'origine du développement de ces nouvelles maladies qui sont des maladies liées à un dysfonctionnement de notre système immunitaire ou à un problème de métabolisme. Donc ça, c'est un schéma qui est un peu compliqué, mais qui place le microbiote intestinal vraiment qui fait le lien entre des facteurs qui vont jouer dessus, c'est-à-dire, comme je vous ai expliqué, le mode d'accouchement, l'allaitement, notre alimentation, notre hygiène, notre mode de vie, notre style de vie, si on fait du sport ou pas,
les maladies qu'on va avoir, les traitements qu'on va être amené à prendre, le vieillissement, tous ces facteurs vont avoir un impact sur notre microbiote intestinal. Alors, si on fait du sport, qu'on mange beaucoup de fibres, qu'on n'est pas amené à prendre des traitements, etc., on va avoir un microbiote riche, diversifié, qui va nous amener vers une bonne santé, ou en tout cas tout faire pour qu'on va rester le plus longtemps possible en bonne santé. Et à l'inverse, si ces facteurs vont altérer notre microbiote intestinal en réduisant la richesse en micro-organismes, eh ben on va avoir un état de dysbiose, de déséquilibre, et tout ça va nous prédisposer à développer des pathologies dysimmunitaires, métaboliques comme le diabète, l'obésité, des pathologies inflammatoires comme la maladie de Crohn, certains cancers, des pathologies neurodégénératives comme la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, etc. Donc, toujours juste pour insister sur ce qu'on appelle la dysbiose, en fait, c'est l'altération de notre microbiote intestinal. On part du principe qu'en bonne santé, nous sommes en état de symbiose, c'est-à-dire qu'il existe une relation bénéfique mutuelle entre l'hôte qui est nous-mêmes humains et notre écosystème microbien. Et qu'en fait, s'il y a un dérèglement, s'il y a une altération, un appauvrissement de notre écosystème microbien, eh ben, cette relation bénéfique symbiotique, eh ben, elle ne marche plus. Et c'est ce qu'on appelle la dysbiose. Globalement, cette dysbiose, elle peut être liée à un vieillissement et surtout à d'autres facteurs qui sont la mauvaise alimentation, des maladies, notamment des infections, et également surtout des traitements, et notamment des traitements qui vont appauvrir notre microbiote. Et avant tout, ce sera les antibiotiques, également la chimiothérapie ou d'autres traitements. On considérait jusqu'à quelques années que notre microbiote était résilient, c'est-à-dire qu'il était capable, après avoir été agressé par exemple, après la prise d'un traitement antibiotique, notre microbiote pouvait revenir à son état initial. Ce n'est pas totalement faux. Le plus souvent, dans 80-90% des cas, après une agression de courte durée, comme une semaine de prise d'antibiotiques, le microbiote, très souvent, va revenir à son état antérieur. Mais si cette agression, elle récidive, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs agressions en peu de temps, ou si cette agression elle a lieu notamment dans les 2 à 3 premières années de vie, à un moment où notre microbiote est en train de se former, eh ben, les dégâts peuvent être beaucoup plus importants. Et notre microbiote peut ne pas revenir à son état antérieur et rester dans un état de dysbiose chronique. Donc voilà, ça c'était vraiment pour vous expliquer le concept de symbiose, de dysbiose. Et ensuite, je pense que du coup, on va parler. Alors ça, c'est juste une diapositive, c'est juste pour vous illustrer, quand on a une dysbiose, toutes les pathologies que ça peut engendrer. Des pathologies cardiovasculaires, des pathologies du foie allant jusqu'à la cirrhose, les maladies inflammatoires du côlon, des pathologies inflammatoires comme l'arthrite, des pathologies comme le diabète, l'obésité et des pathologies neurodégénératives quasiment. Toutes ces pathologies-là ont un lien entre l'altération du microbiote et ces pathologies ont été démontrées ces dernières années. Du coup, Julien, on a quelques questions qui sont arrivées. Le sujet intéresse et c'est génial. Du coup, on a la question de Lucas L qui demande le mot intestin désigne tout ce qui va de l'estomac à l'anus. Est-ce que ça comprend l'estomac? Alors, l'intestin, non. Alors, l'intestin, c'est vraiment à part. Et notre microbiote, il est très pauvre, tout ça, parce qu'en fait, au niveau de l'estomac, il y a beaucoup d'oxygène et c'est très acide. Et les bactéries n'aiment pas trop l'acidité et aiment encore moins l'oxygène. Donc, en fait, plus on va descendre dans l'intestin et plus on va trouver de bactéries. Et donc, en fait, l'intestin, il y a l'intestin grêle qui est entre l'estomac et le gros intestin. Et il y a le gros intestin. Quand on parle du microbiote intestinal, on parle principalement du microbiote qu'on trouve au niveau du gros intestin, parce que c'est principalement là où il est extrêmement riche et c'est celui qu'on connaît le mieux, parce que les autres, on a du mal à les étudier. Ok. On a la deuxième question de D. Dufoy qui nous demande est-ce que la flore correspond au microbiote? Mais du coup, tu réponds. Tout à fait. En fait, j'ai pas trop parlé. Enfin, des fois, ça peut m'arriver que je parle de flore. Avant, on parlait de flore intestinale. Et maintenant, on parle de microbiote. C'est simplement le terme qui a changé. Le microbiote, c'est plus scientifique. Voilà. Mais ça correspond exactement à la flore intestinale. D'accord.
Une question d'Adèle qui demande à quel degré le psychologique, donc stress, angoisse, peut influencer l'équilibre du microbiote et les maladies que l'on peut en développer. Il y a plusieurs effectivement questions sur le lien entre alimentation, digestion, fatigue, stress. Alors, c'est extrêmement intéressant. Il y a énormément d'études là-dessus. Ce qui est très important, c'est qu'en fait, le stress et le microbiote, c'est très en lien. Et en fait, on sait, il y a des études qui montrent que le stress altère notre microbiote intestinal par plein de mécanismes, des mécanismes hormonaux notamment. Et à l'inverse, un mauvais microbiote intestinal va augmenter le risque d'anxiété et de dépression. Donc en fait, c'est valable dans les deux sens, mais les deux sont en lien. Ok, merci beaucoup pour les réponses. Du coup, on a d'autres questions qui sont arrivées. Vous inquiétez pas, on les lit toutes. On va faire une dernière question. Enfin, voilà, tout un panel de questions qui vont arriver à la fin. Là, on va continuer sur la conférence avec Virginie, du coup, qui va nous présenter comment préserver du coup ce microbiote de façon saine. Donc, quels sont les réflexes? Et alors après, c'est jamais évident. C'est bon, vous m'entendez? C'est bon, t'entends. C'est jamais évident de donner. Alors, ça va être vraiment des conseils généraux, mais qui marchent bien globalement chez tout le monde, avec quand même des petits bémols sur les gens qui vont avoir des sensibilités intestinales, parce qu'il y aura des petits points de vigilance à avoir. Mais je trouve que ce qu'il est important déjà de souligner, c'est qu'effectivement, le microbiote, bah, c'est un écosystème. Donc, il faut vraiment chercher l'équilibre. Il ne faut pas chercher la perfection, il faut chercher l'équilibre. Parce qu'en fait, dans le microbiote, et Julien l'a dit, on a un peu de tout. Il y a des bonnes bactéries, il y a des mauvaises bactéries qu'on appelle les bactéries pathogènes. On a des virus. Enfin, tout ça fonctionne un petit peu en harmonie dans le microbiote. Et donc, il ne faut pas chercher à faire une collection de bactéries pour faire une collection de bactéries. Il faut vraiment réussir à avoir un maximum de bonnes bactéries, mais il faut surtout réussir à ce que cet équilibre fonctionne. Parce que les mauvaises bactéries, elles peuvent avoir besoin de bonnes bactéries et inversement. Et en fait, c'est cette lutte des classes-là qu'on va chercher parce que c'est ça qui va faire la force du microbiote. Donc, ce n'est pas à privilégier à tout prix que certaines bactéries. Il faut vraiment, vraiment qu'il y ait un équilibre. Donc ça me semble important quand même de le souligner. Après, effectivement, on a différentes façons d'entretenir un équilibre de microbiote. On va commencer effectivement par favoriser une présence de bonnes bactéries. Hein, c'est aussi telles qui vont produire les acides gras à chaîne courte dont parlait Julien tout à l'heure. Et ce sont ces produits santé qu'on va vraiment rechercher effectivement sur le bien-être pour tout le monde. L'autre chose, ça va être de laisser moins de place aussi aux mauvaises bactéries. Là aussi, avec l'alimentation, on a un levier pour agir. Et puis, parallèlement à ça, donc, on a aussi de préserver en fait l'habitat de tout cet écosystème parce qu'on a le microbiote, donc c'est-à-dire tous ces petits micro-organismes qui composent l'intestin. Mais il faut aussi pas négliger l'habitat de ces petits micro-organismes. Et l'habitat, bah, c'est la muqueuse intestinale. Et ça aussi, c'est hyper important parce qu'on sait que, par exemple, tous les syndromes inflammatoires vont aussi être en lien. Mais de toute façon, souvent, la dysbiose et l'état inflammatoire et l'état de la muqueuse intestinale vont être en lien. Donc, faire attention effectivement à ce qu'on ne soit pas sur de l'hyperperméabilité intestinale qui favorise effectivement ces états inflammatoires. Inflammatoires, ça peut être des troubles inflammatoires digestifs, ça peut être des troubles inflammatoires articulaires et tous les syndromes inflammatoires que ça peut provoquer derrière. Alors, concrètement, comment ça se passe? Généralement, ça fait hyper peur à tout le monde. Enfin, tout le monde est un peu en mode flippé. Déjà, prébiotiques, probiotiques, microbiote, des fois, c'est un petit peu le bazar pour s'y retrouver. Donc, le microbiote, maintenant, c'est clair. Julien l'a hyper bien expliqué. Donc, ça, c'est vraiment nos petits micro-organismes qui sont ici, bien au chaud, dans le côlon. Comment
nourrir ces bons micro-organismes, eh bien effectivement, on parlait de fibres tout à l'heure, et là aussi, ce qui est hyper important, c'est de constater. On constate qu'effectivement, on parle d'un quart de la population des sociétés modernes qui ont un microbiote appauvri, qu'on peut mettre effectivement en corrélation avec toutes ces pathologies dont on parlait tout à l'heure. Mais il faut aussi mettre ça en parallèle avec effectivement une modification clairement de l'alimentation, sans compter effectivement ces modes d'hygiène qui nous ont été aussi profitables et favorables. Il ne faut pas dire le contraire, bien évidemment, mais entraînant aussi des excès. Mais donc, dans l'alimentation, clairement, c'est une réduction des fibres. Aujourd'hui, dans nos sociétés, on a tendance à manger pas super bien et surtout à manger beaucoup de sucre, beaucoup de glucides. On est des sociétés hyper sucrées, quoi. Donc là, le retour des fibres doit être vraiment la priorité. Moi, quand je montre généralement aux gens comment doit être composée leur assiette, et même des gens qui pensaient manger plutôt équilibré, bah, c'est vrai qu'ils hallucinent, quoi. Donc, vraiment, le retour des fibres, donc spécifiquement pour nourrir les bactéries, on va partir donc sur des fibres à effet prébiotique. Donc, c'est-à-dire qu'elles vont venir directement nourrir les bonnes bactéries avec… donc, où est-ce qu'on peut retrouver ces prébiotiques? Alors, j'avais un petit document que je peux vous montrer. Ça y est, je ne me souviens plus comment est-ce qu'on partage. Alors, du coup, tu vas en haut, tout en haut. Non, Ouais. pardon, tu vas en bas et tu fais partage de l'écran. Ah oui, Sur c'est le ça. plus partage de l'écran. Ouais. Top, merci. On Voilà. voit très bien. Vous les voyez? C'est parfait. Voilà. Donc là, j'ai mis effectivement, nous, comment on avait répertorié un petit peu toutes ces fibres qui ont un effet prébiotique. Donc, il y en a quand même pas mal. Là, c'est le printemps, on peut dire que c'est un peu la fête du microbiote. Parce qu'on a quand même la chance d'avoir des artichauts, des radis, des poireaux, des oignons, des asperges. Voilà, donc tout ça, c'est des aliments qui vont être bénéfiques pour le microbiote. Faut savoir également que ces aliments-là, donc, comme tous les aliments de manière générale, mais éviter des cuissons trop fortes, trop longues. Alors certes, l'oignon cru, l'artichaut cru, je vous le concède, c'est pas évident. Mais voilà, globalement, essayer de privilégier du cru, du cuit. Et donc voilà, ces fibres, elles vont venir nourrir effectivement les bonnes bactéries. Donc c'est ça qu'on appelle les fibres à effet prébiotique. Donc voilà, essayez d'en mettre un petit peu à chaque repas. J'en profite pour faire ce petit bémol peut-être maintenant sur effectivement ces fibres-là. Moi, souvent, quand je présente ce tableau-là, tout le monde me dit « Oh là là, mais ça va pas, mais moi, si je mange ça, je vais avoir le ventre qui gonfle, etc. » Oui, d'accord. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que effectivement, ces aliments à effet prébiotique vont être également des aliments en fait qui vont fermenter dans l'intestin. Effectivement, vont provoquer des ballonnements, des gaz, etc. Alors, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que certes, pendant des périodes de crise aiguë, on peut suspendre momentanément ces aliments-là, qu'on va dire riches en FODMAP. Donc ça, c'est un mot qu'on a vu beaucoup traîner sur les réseaux, etc. Tout le monde est devenu super fan de l'alimentation, du régime sans FODMAP. Donc, très bien, sauf que si vous supprimez ces aliments-là, vous supprimez aussi toute une catégorie de bactéries, puisque vous n'allez plus alimenter les bonnes bactéries. Donc, c'est sûr, il n'y aura plus de FODMAP, mais moins vous allez enrichir votre microbiote, plus vous allez devoir réduire d'aliments. Et on voit bien, les gens qui commencent à supprimer des aliments, souvent, ça va de mal en pire, en fait. C'est-à-dire que la liste, elle s'allonge toujours avec le temps. Donc ça, c'est vraiment la chose que je voulais vous dire, parce que certes, il ne s'agit pas de les exclure, il s'agit de les introduire, de les réintroduire, parce que beaucoup l'ont supprimé, et même depuis très longtemps. Donc les réintroduire petit à petit, en petite quantité, privilégier plutôt des formes cuites et privilégier parfois aussi des formes mixées. Mais
ne pas exclure et essayer des petites quantités. Et en fait, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et vous allez faire revenir des bonnes bactéries. Parce que sinon, on engendre vraiment un cercle vicieux. Donc, voilà un petit peu pour les prébiotiques. Donc, ça, c'est vraiment la base pour nourrir le microbiote. Donc, ces fibres-là, elles vont bien évidemment, comme on le sait pour toutes les fibres, venir en plus faciliter le transit, parce que le transit aussi, c'est pas du tout bon pour le microbiote si on souffre beaucoup de constipation ou d'épisodes de diarrhée, enfin d'alternance diarrhée-constipation. Donc vraiment, on va essayer de réguler le transit comme ça. Et puis, ça baisse aussi, on sait que ça fait baisser aussi le cholestérol, ça régule la glycémie. Enfin bon, on a tout intérêt à manger des fibres. Voilà pour les prébiotiques. Je ne sais pas s'il y a des petites questions par rapport à ça. Alors oui, on a donc Sandrine qui nous demande si les prébiotiques et les probiotiques sont importants à prendre. Et si oui, où en trouve-t-on dans l'alimentation naturelle? Donc ça, il me semble que tu en as déjà un peu parlé. Et sinon, via des gélules, combien de prises dans une année conseillée? Alors, donc là, on a parlé effectivement des prébiotiques. Donc ça, c'est ce que je disais, c'est que c'est la base. On a la liste ici. Ensuite, effectivement, on va enchaîner sur les probiotiques. Alors, effectivement, on a tendance à penser que les probiotiques vont être disponibles qu'en forme de gélules parce que on les connaît que comme ça, parce que les pharmacies font bien leur travail. Donc, les probiotiques, elles vont avoir en forme de complément, elles vont avoir effectivement de l'intérêt dans certains cas et notamment pendant la prise d'antibiotiques. Il y a d'autres cas pour lesquels on peut vraiment prescrire aussi des probiotiques, mais enfin, voilà, là, c'est plus à voir au cas par cas parce qu'on ne prend pas des probiotiques pour prendre des probiotiques. Et ça, c'est hyper important. Il faut aussi savoir que les probiotiques, chaque souche, c'est pas facile à dire, a sa particularité. Donc moi, ce que je peux vraiment vous conseiller, c'est que là où vous habitez, si vous devez prendre des probiotiques, orientez-vous vers quelqu'un qui est vraiment très bien formé sur le sujet. Parce que c'est pas je voudrais des probiotiques ou je vous donne des probiotiques. Donc, il y a des pharmaciens qui sont très, très, très bien formés sur le sujet. Et donc, renseignez-vous dans votre ville pour savoir à qui vous adresser. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Au-delà de ça, dans l'alimentation, vous allez en retrouver aussi. Donc ça, c'est ce qu'on sait moins. C'est que les probiotiques existent aussi dans l'alimentation. On va les retrouver notamment dans tout ce qui va être fermenté, lacto-fermenté. Donc ça, Adrien en parlera très très bien tout à l'heure. Je pense que lui, il maîtrise vraiment très bien ce sujet-là. En gros, voilà, la lactofermentation, c'est une méthode de conservation ancestrale, mais au-delà de ça, on sait aussi que ce sont des aliments qui vont être très très riches en vitamines, en enzymes, etc., qui vont être très bénéfiques en acide lactique, et c'est ça qui va venir enrichir le microbiote. Donc, effectivement, on n'en trouve pas qu'en gélule. On va retrouver les probiotiques également dans tout ce qui va être produits laitiers, notamment les yaourts. Les yaourts, on a 2 ferments qui fabriquent les yaourts. Sans ces 2 ferments, on n'a pas de yaourt. Donc, la seule façon qu'un yaourt a de s'appeler yaourt, c'est d'avoir ces 2 ferments-là. Alors ensuite, on va retrouver effectivement dans tout ce qui est choucroute fraîche. Alors attention aux aliments qui vont être pasteurisés ou flash pasteurisés. On sait que ça a tendance quand même à atténuer le nombre de micro-organismes. Donc privilégier le maximum d'aliments vivants. Tout ce qui va être lait fermenté, les kéfirs de lait, les kéfirs de fruits. Le lassi aussi, parce qu'en fait, on s'aperçoit que partout dans le monde, on a des aliments fermentés. Et tout ce qui va être à base de soja, comme le tempeh, le tamari, le miso, le shoyu. Donc, tout ce qui va être aussi à base d'anchois, de sauce d'anchois, comme le gnocchi, la sauce gnocchi, les vraies sauces. Donc voilà, en fait, il y a pas mal d'aliments qu'on peut retrouver comme ça en aliments fermentés, mais là, c'est pareil, je laisserai Adrien en reparler tout à l'heure. Donc voilà, prébiotiques, probiotiques, j'espère que c'est plus clair. Au-delà de ça, ça c'est vraiment la base
le microbiote. Mais comme je le disais, ce qui est important aussi, c'est d'avoir une alimentation globale. Pour moi, ce que je trouve intéressant avec le microbiote, c'est qu'effectivement, on ne va pas que se dire prébiotique, probiotique, mais c'est une alimentation, c'est une vision d'ensemble. C'est qu'effectivement, on va aussi faire attention à manger des bons gras parce que les bons gras vont plutôt être anti-inflammatoires et quand on sait effectivement l'inflammation, les dégâts sur la santé. Donc là aussi, restaurons les bons gras dans notre alimentation. Il y a des aliments qui vont être un peu peut-être plus difficiles pour certains. On parle beaucoup du gluten. Donc là, ça mériterait une conférence à part, mais juste pour préciser que souvent le gluten n'est pas vraiment à lui seul à incriminer. La seule chose, c'est qu'on sait que le gluten peut avoir tendance à défaire les jonctions serrées de l'intestin, donc créer un peu plus d'hyperperméabilité. Au-delà de ça, généralement, les gens peuvent en consommer facilement une fois par semaine et ça se passera très, 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 très bien. Mais là encore, c'est réfléchir plutôt à comment va mon intestin, comment va mon microbiote, et essayer de restaurer tout ça pour pouvoir manger de tout par la suite, en fait. Voilà. Donc, le truc à faire super attention, c'est le sucre. Ça, le sucre, c'est un peu l'ennemi du microbiote. Ça va alimenter vraiment des bactéries pathogènes, notamment des champignons, comme le Candida albicans. Et là, c'est tout juste un enfer pour s'en défaire. Alors, donc, voilà. Ouais. Merci Virginie. Donc, on voit bien que l'alimentation, c'est un remède aux maux de notre microbiote et qu'on peut changer les choses en changeant d'alimentation et en s'adaptant. Mais son effet serait d'autant plus efficace peut-être si elle était durable, saine, et donc durable, peut-être donc plus locale, d'une alimentation de saison. Et donc, je vais passer la parole à Adrien qui va nous expliquer en quoi l'alimentation durable est l'allié d'un bon microbiote intestinal. Merci. Je crois que mon micro est activé, c'est bon? Oui, c'est bon, on t'entend. Super, trop bien. Et ben écoutez, oui, je vais revenir sur quelques notions qui ont été brillamment évoquées par deux confrères, par Virginie et par Julien juste avant, pour introduire justement cette notion et l'importance que peut avoir une alimentation durable, qu'on appellera peut-être slow food, ou une alimentation en tout cas locale, raisonnée, consciente sur la qualité de notre microbiote intestinal. Le père de la médecine occidentale telle qu'on la connaît, Hippocrate, disait que ton aliment soit ta première médecine. Aujourd'hui, les hygiénistes modernes, etc., les naturopathes ont détourné cette phrase pour en arriver à la pensée suivante. J'en achète demain. On devient ce que l'on mange. Dans l'idée, je vais reprendre un peu ce que disait Virginie juste avant. En fait, l'intérêt pour avoir un microbiote de qualité et donc pour devenir ce que l'on mange, ça va être de manger principalement vivant. J'entends par de la nourriture vivante parce qu'on ne veut pas être mort, c'est de la nourriture qui est encore pleine de vitalité. Alors, je vais faire le lien maintenant tout de suite avec un peu ce qui se passe dans l'agriculture intensive, dans l'agriculture dite conventionnelle et industrielle. Il y a effectivement plein de processus qui ont été mis en place à travers les années pour maximiser les process de production. Notamment, vous n'êtes pas sans savoir que les pesticides, ça, c'est pour ce qui concerne nos cultures et les pesticides, les fongicides, etc., qu'on retrouve sur les légumes, en fait, vont venir appauvrir les probiotiques naturels qui se trouvent présents à la surface, mais aussi à l'intérieur des légumes. Donc, on va manger des légumes qui sont, d'une part, nettement moins riches en minéraux, en oligo-éléments, etc., parce qu'ils poussent sur des sols morts. Bon, ça, c'est une première chose. Mais dans un deuxième temps, on va manger des légumes qui vont venir appauvrir notre propre microbiote intestinal, puisqu'ils sont potentiellement bourrés de pesticides, et je ne parle pas du reste, les PCB, etc., etc., et donc qui sont aussi plein de facteurs propices à l'inflammation de l'intestin. Ça, c'est pour ce qui va concerner la partie végétale. Pour ce qui concerne la partie animale, malheureusement aujourd'hui, dans l'élevage, encore une fois dit conventionnel, on va avoir tendance à
à donner, en fait, comme on entasse les animaux et comme les animaux aujourd'hui subissent les mêmes pathologies que nous, simplement on va leur donner des antibiotiques pour pouvoir avoir un élevage plus efficace et plus productif. Et quand on consomme cette viande, on consomme donc une viande qui est chargée de résidus antibiotiques. Vous l'aurez compris, antibiotiques, c'est anti-probiotique. Donc on va encore une fois affaiblir à travers notre alimentation son microbiote intestinal. Donc moi j'aurais tendance à vous dire que la première chose à faire pour commencer à améliorer la qualité de son microbiote intestinal, ou en tout cas à ne pas la dégrader à travers l'alimentation, ça va être d'exclure au maximum les intrants toxiques. Et j'entends donc par intrants toxiques, je vous les ai résumés, hein, donc les antibiotiques, à travers l'eau qu'on boit, la viande qu'on mange, et également les pesticides, les fongicides et les PCB. Tant qu'on peut s'en passer et privilégier, on ne va pas évoquer la question économique aujourd'hui, mais une alimentation raisonnée ou biologique, c'est déjà un grand pas pour prendre soin de son microbiote. Voilà. Alors après, une fois qu'on s'est positionné sur ce type d'alimentation, il y a d'autres questions qui vont venir à se poser, notamment le processus de conservation. Pourquoi aujourd'hui on n'arrête pas de dire, surtout les réseaux de santé, etc., que c'est important d'éviter de manger de l'alimentation industrielle. Parce que les produits transformés et extra-transformés, qui plus est cuits, comme le disait tout à l'heure Virginie, en fait, à la cuisson, on va venir tuer les probiotiques qui sont naturellement présents sur nos aliments. Il y a plusieurs processus dans la préparation des aliments qui vont venir réduire, minimiser de façon drastique l'apport de probiotiques et la qualité des fibres qu'on va consommer. Donc plus un aliment va être transformé, plus un aliment va être conservé longtemps au froid, moins il va pouvoir nous apporter une qualité nutritive satisfaisante, mais aussi une qualité microbiotique, si je peux l'appeler comme ça. Alors, il y a un sujet sur lequel je voudrais revenir parce que je l'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est Virginie qui l'évoquait juste avant, c'est le sujet du gluten, que je vais mettre en lien avec ce que disait Julien au début de son intervention. Le gluten, c'est un sujet qui est extrêmement polémique aujourd'hui parce que c'est une molécule non digestible. C'est l'enveloppe qui protège la cosse de blé. Une petite sauterelle, quand elle va consommer un grain de blé, elle va manger cette protéine, le gluten, qui est non digestible, c'est une grosse protéine, et ça va lui faire des crampes d'estomac. Bon, voilà, et elle va se dire, oh là là, je ne mangerai pas de blé, quoi. Nous, on n'est pas des sauterelles, donc on peut digérer un peu de gluten. Qui plus est, on peut encore mieux le digérer si ce gluten il est prédigéré pour nous. C'est-à-dire que si certains processus nous permettent de découper cette grosse protéine en plus petits fragments, plus facilement assimilables. C'est pour ça qu'on parle beaucoup, par exemple dans le cas du gluten, de l'intérêt du pain au levain. Le levain, c'est un ferment, c'est un probiotique, donc une bonne bactérie qu'on va incorporer au pain à la préparation du pain. Et en fait, le levain va prédigérer, rendre beaucoup plus assimilables les molécules de gluten. Donc en fait, l'intérêt de l'alimentation vivante, ça va être d'utiliser ce genre de pratiques et de les utiliser au maximum à plusieurs échelles de son alimentation. Donc là, je vous parlais du pain. Tout à l'heure, Virginie vous parlait des yaourts également, mais également auprès des légumes, pour venir favoriser le développement d'une flore ou d'un microbiote ou de probiotiques, appelez-le comme vous voulez, bénéfique pour notre propre alimentation, pour notre propre santé, au sein des aliments qu'on prépare. Alors, là, je reviens sur la notion et sur l'intérêt de manger, on l'a dit, slow food, de manger responsable, de manger raisonnable. On a parlé tout à l'heure, effectivement, juste avant, je vous ai parlé de l'intérêt de l'alimentation biologique. Pourquoi la préférer pour notre microbiote versus une alimentation dite conventionnelle. On pourrait polémiquer d'ailleurs sur le terme conventionnel, puisque en fait une alimentation conventionnelle, normalement, c'est une alimentation naturelle. Bon, pas si. Intérêt donc de l'alimentation biologique. Il y a un autre intérêt, donc le local. Effectivement, plus on va manger des aliments qui ont été cultivés près de chez nous, moins ils auront été conservés longtemps au froid, moins ils auront été transportés, donc plus on va pouvoir bénéficier de ce que la terre leur a offert, c'est-à-dire des bonnes bactéries qui sont naturellement présentes dessus et à l'intérieur de
de leur chair. En pratique, l'idée, dans notre cuisine à nous, ça va être d'essayer de limiter au maximum les processus de cuisson à outrance, les processus de réfrigération. Donc l'intérêt, ça va être de faire ses courses au maximum, donc auprès, tant que possible, acheter des produits biologiques et de saison auprès de producteurs si on en a la possibilité. Si on n'en a pas la possibilité, s'inscrire peut-être dans une AMAP ou aller peut-être dans une Biocoop ou dans son épicerie de quartier, et puis essayer tant que possible, effectivement, de ne pas forcément faire des courses toutes les 2 semaines, mais si c'est possible, dans son organisation personnelle, de faire des courses de temps en temps pour acheter des fruits et des légumes mûrs qui seront bien plus bénéfiques pour notre consommation. Et puis après, quand on doit conserver chez soi, l'intérêt, ça va aussi être de mettre en place des gestes de conservation, et notamment des recettes qui nous permettent de maximiser le potentiel, de maximiser ou de limiter la dégradation des probiotiques naturellement présents dans ce qu'on mange. Alors là, je vous parle de la lactofermentation, qui a un processus de conservation qui est millénaire, qui a été évoqué un petit peu avant par Virginie. L'idée, c'est en été, là on arrive en été, on est dans le printemps, on va essayer de consommer des légumes de printemps, des asperges, etc., etc. Puis si on veut les conserver plus longtemps, ça va être pas mal d'utiliser des processus dits de lactofermentation. Alors qu'est-ce que c'est la lactofermentation ? C'est la fermentation lactique. Ça n'inclut pas on ne parle pas de lait ici, mais plutôt d'acide lactique. L'idée, ça va être de venir utiliser un processus de salaison. Donc, on va utiliser le sel qu'on va utiliser pour limiter le développement des champignons. Et en fait, à la faveur en limitant le développement des champignons, vont se développer à cette faveur-là des bactéries bénéfiques pour la conservation de l'aliment, mais surtout pour notre flore intestinale, notamment des lactobacilles, etc., des bifidobacterium. Voilà, c'est exactement ce qu'on retrouve comme processus dans la choucroute traditionnelle, la choucroute crue. On prend du chou, on va le couper très finement, on va le saler avec des doses que je vais vous donner tout de suite parce que c'est très intéressant. On va saler ce chou, on le presse, le sel va faire sortir le jus du chou, et ensuite on va tasser ce chou dans un pot qu'on va laisser à température ambiante pendant 2 semaines, 1 mois, peut-être même 2 mois, le temps que les bactéries qui vont venir dégrader ce chou se multiplient. Et comme on aura mis du sel, il n'y aura pas de développement de champignons qui pourrait être, lui, nocif et pathogène pour nos intestins. Donc ça, c'est vraiment le processus de lactofermentation traditionnel. On peut le faire à la maison hyper facilement. Il y a une règle à respecter, je vous donne la recette. C'est tout simple. On peut le faire avec des carottes râpées, on peut le faire avec du chou, on peut faire des pickles avec des haricots verts, on peut faire avec du chou-fleur, du brocoli, tout ce que vous voulez. L'idée, c'est qu'on va utiliser 10 grammes de sel pour 1 kg de légumes. Quand vous utilisez des légumes comme des carottes, des betteraves, etc., que vous allez râper, couper en fines tranches, etc., des légumes assez juteux qui vont faire sortir assez de jus comme ça, il n'y a pas besoin d'utiliser de l'eau et de mélanger ça avec de l'eau. Vous allez râper vos légumes, très simplement, ou les couper très, 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 très finement, les saler. Donc, je vous rappelle, 10 grammes de sel par kilo de légumes. Ensuite, vous attendez un quart d'heure. Vous allez presser les légumes à la main. Comme ça, les bactéries qui sont sur vos mains, elles vont aussi aller se multiplier dans les légumes. Ça va être hyper intéressant. Et ensuite, ça va faire sortir le jus. Vous tassez tout ça dans un pot très, très fort. Et vous laissez ce pot-là à température ambiante pendant 2 semaines ou 1 mois. Vous goûtez, ça va être légèrement acidulé, légèrement acide. Ça, c'est le goût de l'acide lactique. Et en fait, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a aucune moisissure. Et c'est fantastique. En fait, le sel a inhibé le développement des champignons. Vous avez maintenant une préparation, un légume qui n'est pas cuit, donc qui conserve son potentiel enzymatique, qui conserve tous ses minéraux, tous ses oligo-éléments, qui plus est, qui ont même été démultipliés par les processus de fermentation. Et qui plus est, ce légume, il va être plus digeste et plus facilement assimilable, même si vous avez des intestins irrités. Pourquoi ? Parce que les bactéries présentes dans la préparation, elles ont commencé à prédigérer les fibres, exactement comme le fait le levain à propos du gluten quand on fait du pain au levain. Voilà. Donc le processus de lactofermentation, pour moi, il est extrêmement, extrêmement intéressant. C'est un des processus de conservation millénaire. D'ailleurs, on se rend compte que dans tous les pays
et dans toutes les traditions dans lesquelles on utilise ce mode de conservation, en fait, on atteint des taux de longévité records. Voilà, bon, j'irai pas plus loin sur ces sujets-là, mais je pense que c'est très intéressant. J'ai un dernier petit tips à vous donner si jamais à la maison vous vous lancez un peu dans la fermentation et que vous buvez si jamais vous avez un extracteur à jus et que vous faites des jus de légumes, et là vous vous dites putain, tous les jours je broie mes légumes et il y a une tonne de fibres que je jette à la poubelle et c'est un enfer, et toutes ces bonnes fibres que je ne peux pas consommer parce qu'elles m'irritent l'intestin, je les jette et donc je perds la moitié de mes légumes. Et bien, comme on est vraiment aujourd'hui dans la slow food et dans la bouffe responsable, moi je vais vous inviter à récupérer ces fibres qui sont déjà hachées. Vous allez rajouter du sel, même proportion, 10 grammes de sel par kilo de légumes. Vous allez rajouter un peu d'eau. Vous tassez tout ça dans des pots et vous allez faire fermenter ces fibres. Et en fait, encore une fois, ces merveilleuses bactéries qui vont travailler pour vous, elles vont pré-dégrader ces fibres. Vous allez avoir des petites préparations hyper bonnes, hyper intéressantes à mettre en salade, à tartiner sur du pain, ou comme vous le sentez, qui vont venir agrémenter et condimenter vos plats. Qui plus est, c'est quand même hyper stylé de sortir ces petits pickles maison pendant un apéro estival. Voilà. Que vous dire de plus? J'ai vu qu'il y avait énormément de questions qui étaient passées. Oui. On peut t'en poser quelques-unes? Ouais, je pourrais répondre à 1000 questions, ça me ferait extrêmement De plaisir. toute façon, à la fin, on reprendra un peu quelques questions, mais par rapport à ton intervention, Ouais. il y a eu des questions. Alors, est-ce que, Apolline demande, quand on épluche un légume, du coup, il n'y a plus de probiotiques dessus? Alors si, mais il y en a beaucoup moins. En fait, il y en a, c'est tout l'intérêt de brosser ces légumes d'éviter de les éplucher. En fait, alors il y a plusieurs choses qui entrent qui sont à réfléchir dans l'idée de l'épluchage des légumes. Quand on achète franchement des légumes bio, ben, vaut mieux pas les éplucher parce qu'effectivement, il y aura beaucoup plus de probiotiques présents à la surface des légumes, c'est beaucoup plus intéressant de les brosser. Qui plus est, on s'est rendu compte aussi que dans la peau des légumes contient souvent beaucoup de minéraux. Or, des études assez récentes montrent aussi que la flore intestinale a besoin de beaucoup de minéraux, c'est pour ça que c'est aussi intéressant de manger très végétal, pour pouvoir s'accrocher et se fixer à la muqueuse intestinale. En fait, certains minéraux comme le calcium, etc., vont pouvoir former des ponts entre notre muqueuse intestinale et la flore intestinale, et donc c'est très intéressant de garder la peau, dans la mesure du possible. Après, quand c'est vraiment, on a un intestin fragile, etc., et que c'est pas possible, évidemment, on va pas se déchirer la muqueuse, ça serait contre-productif. D'accord. Et par rapport au frigo, est-ce que c'est vraiment pas bien de conserver ces légumes au frigo? Bah, encore une fois, ça va dépendre de. C'est vraiment pas bien, Non. ça va dépendre de ce qu'on peut faire. Dans la mesure du possible, si on peut conserver ces légumes à l'extérieur et faire des approvisionnements un peu plus fréquents, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux parce qu'on aura des légumes qui sont d'une part bien plus riches en minéraux parce qu'on les aura récupérés à maturité, d'autre part, oui, ils conserveront leur qualité nutritive, enfin bien plus leur qualité nutritive en tout cas. Ok. Mais c'est pas bien, il faut pas être. Enfin voilà, j'ai aussi un truc que je vous ai pas dit, mais je pense que je rejoins Virginie sur ce sujet-là. Je pense qu'il faut pas être trop rigoriste et à la suite de cette conférence se lancer dans une espèce de diète à base de produits fermentés, etc. D'ailleurs, je profite juste de ce mot-là pour une petite digression. Quand on a une flore intestinale déjà un peu dégradée, un peu en dysbiose, et qu'on commence à passer aux probiotiques naturels, il faut y aller mollo. Il ne faut pas être du jour au lendemain passer au tout cru, passer au tout légume ou passer au tout fermenté, parce que sinon ça ne va pas passer du tout. C'est comme dans un jardin. C'est exactement comme dans un jardin. Je vais le faire. Si on décide de faire évoluer son jardin ou de faire grandir une forêt, on va. J'entends des cris. Quelque chose. Quelqu'un me dit quelque chose. Peut-être à vous mettre en muet. Ouais,
vous Je plaît. termine, je termine juste cette petite intervention. Il faut être très progressif en fait, parce que si on est trop radical, notre intestin et notre flore intestinale ne va pas être prête. Imaginez, je reprends l'exemple de mon jardin, que du jour au lendemain, j'ai envie d'augmenter la biodiversité dans mon jardin. Si je mets des plantes partout d'un coup, etc., ça va complètement déstructurer l'équilibre naturel qui est déjà installé. Il est beaucoup plus intéressant d'amener les choses progressivement. Une flore intestinale, ça évolue au cours de la vie, c'est pas complètement arrêté, ça se travaille, mais ça se travaille dans le temps. Donc c'est effectivement intéressant d'amener beaucoup plus de fibres, beaucoup plus de végétal dans son alimentation, mais encore une fois, sans être trop radical, parce que sinon on va droit dans le mur. Voilà. Alors, il y a des trucs qui m'intéressent trop. J'ai vu passer des questions. Bon, je vais Ouais. m'arrêter, mais On le va jeûne, etc., on pourrait en parler, c'est fantastique. Ouais, le jeûne, ouais, j'allais te poser la question sur le jeûne parce que c'est vrai que c'est souvent, c'est un peu à la mode et on ne sait pas trop comment faire, où on va, quoi en penser. Alors, moi, je le pratique. J'aimerais, ça pourrait faire l'objet d'une conférence de 2 heures. Je vais essayer de le résumer très simplement. C'est très. Aujourd'hui, on a tendance à penser, d'ailleurs, je pensais à ça pendant l'intervention de Julien. On arrive à prouver aujourd'hui, par exemple, que le jeûne intermittent ou que le jeûne, même des jeûnes dits thérapeutiques, donc un peu plus longs, qui doivent être encadrés, on dit, soit dit entre parenthèses, parviennent à réguler justement des problématiques de dysbiose chronique installées sur le long terme. Pourquoi? Parce que simplement, quand on a une dysbiose, on va avoir une flore intestinale qui va être probablement déséquilibrée, pathogène, etc., installée depuis très longtemps. Et puis, en fait, à chaque fois qu'on mange, on continue à alimenter nos bactéries. Quand on jeûne, on arrête de manger. Donc, en fait, on va avoir une flore intestinale qui va petit à petit réduire, Moi, je veux bien parler là-dessus un peu. jusqu'à quasiment disparaître sur des jeûnes très longs. Et ensuite, on vient se réalimenter très progressivement en ramenant une alimentation beaucoup plus saine. Donc, en fait, en termes de... Et encore une fois, là, je vais vous parler que du microbiote, mais en termes d'évolution du microbiote, le jeûne est tout à fait indiqué. En tout cas, le jeûne intermittent peut être tout à fait indiqué pour commencer à reprendre sa santé intestinale en main. Enfin, moi, en ce qui me concerne, et là, je vais vous dire un truc, au moment où je vous parle, je suis dans un jeûne de 24 heures. On est content, hein. Donc c'est chouette, il n'y a pas que les gens qui font le ramadan qui sont dans Moi, le je vais jeûne. vous dire un truc, honnêtement, mon expérience personnelle du jeûne, c'est que dans mon processus, en tout cas de guérison, il y a eu effectivement ma modification alimentaire, et puis il y a le jeûne qui est salvateur. Enfin, en tout cas, ça a été pour moi la possibilité de franchir un palier et d'aller beaucoup, beaucoup plus loin dans mon processus de Ok. régénération, quoi. Alors Virginie, tu voulais ajouter quelque chose très rapidement? Oui, alors moi sur le jeûne, parce qu'effectivement c'est une question qui revient hyper souvent, moi je n'irais pas encourager quelqu'un à faire un jeûne. Je pense que là il faut aussi prendre, il faut essayer de faire prendre un peu de hauteur aux gens. Après il y a des gens qui vont le faire, très bien le faire et ça va sûrement leur faire du bien. Mais c'est juste déjà de se demander pourquoi on fait ça, comment on en est arrivé là. Euh, et en fait, on ressent le besoin de faire du jeûne aussi parce qu'on a la sensation de mal manger, on a la sensation de s'empoisonner ou des choses comme ça. Donc, il faut bien réfléchir aussi à ces raisons. Je pense que Adrien, enfin, voilà, c'est pas du tout le cas, mais je pense qu'il y a énormément, enfin, c'est pas je pense, c'est je suis sûre que les gens sont tellement paumés, ils ont tellement plus confiance. Il y a un vrai problème de crise de confiance, de méconnaissance qui fait que ça peut être extrêmement dangereux. Puis si on voit vachement de choses qui ne sont pas forcément hyper clean. Donc moi, je dis quand même, moi, je n'irai jamais recommander à quelqu'un de faire un jeûne. Alors, ouais, effectivement, hein, je vais compléter ton propos parce que c'est hyper important, tu fais bien de le souligner. Euh, Pour faire un jeûne, alors particulièrement un jeûne thérapeutique de plusieurs jours, il faut absolument être encadré. C'est absolument hors de question de le pratiquer seul. Qui plus est, il faut absolument être suivi par quelqu'un qui soit en mesure de vous dire si vous êtes en capacité de jeûner ou si vous ne l'êtes pas, parce qu'il y a des gens qui sont déjà en très mauvaise assimilation, dans des situations de dénutrition, etc., qui vont se mettre à jeûner, et ça peut être effectivement très très dangereux, ou tout à fait contre-indiqué. Donc en fait, là, j'appuie à 200% le propos de Virginie.
Moi, effectivement, le jeûne, je trouve que, enfin, je le recommande dans une certaine mesure, dans la mesure où effectivement, à mon sens, et ça n'engage que moi, le corps humain, et ça depuis la nuit des temps, il est adapté à des périodes de disette et de repos digestif, repos qu'on ne s'accorde plus jamais, puisqu'on mange tout le temps, sans discontinuer, sans jamais laisser à l'intestin l'occasion de se régénérer. Enfin, c'est un processus simple dans la mesure, vous avez une croûte sur le bras, qu'est-ce que vous faites pour la soigner? En fait, vous arrêtez de la gratter. Le principe du jeûne, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on a l'intestin irrité, on appelle ça l'intestin irritable, mais en réalité, on a un intestin irrité, on va juste vous proposer d'arrêter de le gratter un peu en mangeant, quoi. C'est aussi bête que ça. Alors, par contre, 100% d'accord avec Virginie, il ne faut pas partir bille en tête et se dire c'est la solution à tous mes problèmes. Chacun a une constitution différente et il faut impérativement avoir l'avis d'un professionnel ou de quelqu'un qui pratique et qui mène des stages de jeûne pour pratiquer ça chez soi, quoi. Le jeûne intermittent, oui, c'est possible de le faire chez soi, on saute un petit déjeuner, c'est pas très grave. Après, pour aller plus loin, je le recommande effectivement pas du tout en expérience à l'arrache, quoi. Je pense que effectivement la question du jeûne est hyper intéressante. Mais c'est oui, c'est une conférence Et entière. complémentaire du coup au microbiote. On va revenir un petit peu sur le sujet et on aura l'occasion d'en reparler sur la foire aux questions un peu à la fin parce qu'on a eu quand même pas mal de questions durant tout le long de la conférence. On va se replonger un petit peu dans le sujet microbiote avec l'intervention du coup de Dr Scanzi Julien à propos de la solution un peu extrême pour sauver son microbiote. Et je crois qu'il voulait intervenir aussi rapidement sur le jeûne. Alors, je te laisse. Ouais, non, je voulais juste donner l'avis d'un médecin, en tout cas par rapport au jeûne. Je ne suis pas spécialiste du jeûne. Le problème, c'est que là, sur des conférences grand public, on peut pas. Il faut éviter de recommander des choses à propos de son expérience personnelle, même si je pense que le jeûne, dans certains cas, est bien fait, ça peut être bénéfique. Il y a actuellement quasi aucune étude qui montre les bienfaits sur la santé et les bienfaits sur le microbiote du jeûne. Il commence à y avoir des petites choses sur le régime cétogène et surtout sur le jeûne intermittent. C'est des toutes petites données, mais globalement, pour l'instant, il y a beaucoup plus de gens qui se font du mal en se mettant en jeûne plutôt qui ont des effets bénéfiques. Donc, ils auront surtout plutôt intérêt à élargir leur alimentation, à les augmenter en fibres et à manger mieux en suivant les conseils de vos conseils, hein, Virginie et Adrien. Mais je pense que le sujet du jeûne, c'est encore un sujet compliqué. En tout cas, pour l'instant, on ne peut pas le recommander comme ça au grand public parce que les données sont plutôt négatives quand même que positives. Du coup, alors pour rebondir sur certains, donc pour parler de solutions extrêmes et surtout par rapport à certaines questions qui ont été posées, comment on peut faire quand notre microbiote a déjà trop été mis à mal, a trop souffert et quand la dysbiose est déjà trop sévère. Quelqu'un faisait parler de son Clostridium, comme quoi elle avait eu une infection digestive très sévère, un Clostridium difficile, qui est une bactérie en fait, qui survient en cas de dysbiose très profonde. Et elle me demandait, j'ai eu un Clostridium qui a rendu ma flore très abîmée, comment est-ce que je peux faire pour m'en sortir? Je lui ai répondu que en fait, c'est pas le Clostridium qui lui avait abîmé sa flore, mais c'est en fait, il était survenu parce que sa flore avait déjà été trop abîmée et très souvent à cause de la prise répétée d'antibiotiques. En fait, donc ça va faire rebondir sur le traitement un peu extrême qu'on peut pratiquer dans certains cas et notamment dans ce cas-là, quand on a une infection à cette bactérie qui s'appelle Clostridium difficile. Les traitements antibiotiques ne marchent pas souvent puisque dans 20 à 50% des cas, la bactérie va revenir après l'arrêt des antibiotiques parce qu'en fait, on n'aura pas rétabli un microbiote riche, diversifié et donc la bactérie va revenir. Et en fait, le seul moyen d'endiguer ça, c'est de remettre un microbiote en un nouvel écosystème, de changer de microbiote pour remettre un écosystème riche en bactéries et diversifié. Et ça, ce concept-là, ça s'appelle la transplantation du microbiote fécal, en fait, qui consiste à administrer des selles, donc le microbiote de quelqu'un considéré comme sain, qui va être préalablement screené un peu, en fait, un peu comme quand vous allez donner votre sang. Il y a un questionnaire de santé. Ensuite, il y a beaucoup d'analyses biologiques pour être sûr de ne pas transmettre
de nouvelles maladies aux patients qu'on veut guérir. Et en fait, donc cette transplantation de microbiote fécal est actuellement le traitement de référence puisque permet de guérir plus de 90% de ces gens qui font des infections récidivantes à cette bactérie qu'on appelle Clostridium difficile. Et ça, en fait, ça permet, c'est le seul moyen à l'heure actuelle de changer totalement de microbiote, mais ça a des risques potentiels. Je vous ai expliqué tout à l'heure que notre microbiote, enfin, qu'il y avait un lien très fort entre l'état de notre microbiote et notre santé, et que notre microbiote pouvait nous prédisposer à développer certaines maladies. Et ben, quand on fait une transplantation de microbiote fécal, qu'on va par exemple récupérer le microbiote de quelqu'un d'autre, on va potentiellement se guérir de sa pathologie, mais on va potentiellement récupérer des bactéries qui vont potentiellement nous prédisposer à développer plus tard certaines maladies que peut-être celui qui nous a donné le microbiote va développer plus tard. Mais ça, on ne le sait pas, puisqu'au moment où il nous l'a donné, il était en bonne santé. Tout ça pour dire qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça n'importe comment, même si sur YouTube, vous pouvez trouver comment se faire une transplantation fécale. Il ne faut absolument pas le faire, puisque en récupérant le microbiote de quelqu'un, on peut récupérer des problèmes parfois plus graves qu'on a à la base. Et surtout parce qu'en dehors du Clostridium difficile, le traitement, l'efficacité de ce traitement doit encore être démontrée par des études cliniques. Alors, ça commence à arriver par rapport à la rectocolite hémorragique, par rapport au syndrome de l'intestin irritable. Il commence à y avoir des données très fortes pour l'efficacité de ce traitement. Mais pour l'instant, ce n'est absolument validé que dans l'infection à cette bactérie qu'on appelle Clostridium difficile. Néanmoins, ça montre, notamment avec les études qui sortent sur le fait que ça a un gros potentiel pour traiter d'autres pathologies, ça montre qu'on rentre probablement dans une ère où la médecine occidentale va revenir sur quelque chose de plus naturel, de plus écologique. Et en fait, au lieu de continuer à taper encore et encore sur nos microbes, eh ben, on va se rendre compte qu'il faut potentiellement essayer de les préserver, d'en préserver certains, ou peut-être d'arriver à retrouver au sein d'une population de microbes quels sont les quelques microbes qui auraient un potentiel bénéfique particulier pour peut-être dans certaines situations, comme des probiotiques, on commence à développer des super probiotiques qui sont en fait certaines bactéries. C'est le cas notamment d'une bactérie qu'on appelle Akkermansia qui a montré une grosse aptitude à améliorer le diabète et à diminuer l'obésité. Ça a été montré chez la souris, c'est en train d'être montré chez l'homme. Et peut-être que plus tard, on pourra traiter l'obésité, etc., avec l'alimentation et en plus en s'aidant de ce genre de bactéries. Et donc ça, c'est valable pour tout un tas de pathologies. On va probablement démontrer que dans des pathologies neurodégénératives ou autres, eh ben, certaines bactéries peuvent limiter l'évolution d'une maladie de Parkinson, d'une cirrhose en plaques ou d'autres choses comme ça. Pour l'instant, et ça c'est très important, on peut lire et regarder énormément de choses, on voit beaucoup de choses sur YouTube, sur des magazines, etc. Pour l'instant, la recherche n'en est qu'à ses débuts et probablement qu'on aura une réponse à ces questions dans 5 à 10 ans. Donc pour l'instant, il y a peu d'intérêt d'aller faire tester son microbiote intestinal, de demander une transplantation de microbiote fécal parce qu'on pense qu'on a une dysbiose, parce qu'à un moment on a pris des antibiotiques et que depuis ça ne va pas très bien. Pour l'instant, on n'en est qu'au début, on ne sait pas encore trop ce qu'on fait, on ne sait pas qu'est-ce qui marche, on ne sait pas qu'est-ce qu'on risque à faire ce genre de traitement, donc il faut être vraiment très prudent. Alors, merci pour ta réponse et les explications vraiment bien concrètes et scientifiques, là, pour le coup. Mais on a pas mal de réactions sur le jeûne. On va sélectionner 2 questions un peu pour finir cette conférence. Alors, déjà, sur le jeûne, c'est vrai qu'on va voir un petit peu une question de Karine. Juste si je peux, avant le jeûne, c'est parce que ça intéresse ça. Virginie avait parlé des FODMAPs et en fait, on a souvent tendance à mettre nos symptômes sur certains aliments et par exemple le syndrome de l'intestin irritable. Il y a eu beaucoup d'études qui ont montré que les FODMAPs permettaient d'améliorer les gens avec un syndrome de l'intestin irritable. Et en fait, en faisant un régime sans FODMAPs, on appauvrit son alimentation en fibres. Et en appauvrissant son alimentation en fibres, eh ben, on est un peu moins ballonné, on a un peu moins de gaz et potentiellement un peu moins de douleur. Sauf qu'on va continuer d'altérer et d'appauvrir son microbiote intestinal. Et que maintenant, les nouvelles études qui sont en train de sortir sur le syndrome de l'intestin irritable, et c'est valable aussi dans les maladies inflammatoires comme la maladie de Crohn,
Là où avant, on expliquait aux patients qu'il fallait qu'ils arrêtent de manger des fibres, maintenant, on leur dit, les études montrent que s'ils augmentent leur alimentation en fibres, et ben, sur le long terme, ils améliorent leur microbiote intestinal, ils diminuent leurs symptômes et ils peuvent améliorer leur maladie de Crohn, leur rectocolite hémorragique, etc. Malheureusement, une alimentation enrichie en fibres aura toujours comme effet secondaire d'augmenter un petit peu, surtout au début, les ballonnements, les flatulences. Mais ça, c'est un peu le prix à payer pour améliorer son microbiote intestinal. Désolé, c'était. Ouais, c'était la petite incursion de la fin. Merci pour les précisions. Donc, on a vu énormément de choses. C'est vraiment un sujet qui brasse plein de choses hyper intéressantes. On a sélectionné là avec Laïla 2-3 questions, notamment la question d'Adèle qui demandait à quel degré le psychologique, stress, angoisse peut influencer l'équilibre microbiote et les maladies que l'on peut évoquer ou voilà. Tout ce qu'on avait évoqué, c'est vrai qu'on l'avait déjà un peu dit au tout début de la conversation, mais c'est vrai que l'alimentation influe le microbiote. Voilà, quelle part on a et je vous laisse répondre entre vous trois. On aura encore deux questions juste après, assez concis. Il nous reste 10 minutes. Je pense que ce n'est pas possible de parler de degré, d'échelle, de quoi que ce soit. Ce dont on est sûr, c'est que notre alimentation peut améliorer ou détériorer notre microbiote intestinal. Le stress va altérer notre microbiote intestinal. Et notre microbiote intestinal va pouvoir diminuer ou augmenter notre stress. Donc tout est un cercle vicieux. Mais globalement, si on mange mieux, on enrichit notre alimentation en fibres, on va globalement avoir un meilleur microbiote et globalement diminuer un petit peu l'anxiété, le stress et la dépression. Il y a certaines bactéries, chez la souris, il y a des probiotiques qui montrent une efficacité sur l'anxiété, le stress et la dépression, clairement. Chez l'homme, c'est encore un peu limite, mais il y a quand même quelques études de certaines, notamment de bifidobactéries. Si on veut revenir à l'alimentation, des bifidobactéries, on en trouve dans les yaourts, on en trouve dans d'autres probiotiques plus naturels. Donc, globalement, en fait, il y a un lien qui est assez fort. Après, je ne peux pas dire quel est le lien. Après, Julien, tu me contredis, mais je crois que le microbiote produit à lui seul aussi des anxiolytiques, etc., des benzodiazépines notamment, qui contribuent quand même à apaiser. Donc ça, c'est quand même assez extraordinaire aussi, quoi. Et je sais qu'il y a aussi des psychiatres maintenant, alors au-delà du microbiote, hein, mais il y a fort heureusement des psychiatres maintenant qui accompagnent leurs patients sur un changement alimentaire, enfin vraiment sur une prise en charge vraiment globale. Que ça aille du trouble dépressif ou d'autres maladies en fait psychiatriques. Mais heureusement, c'est en train de changer. Et moi, je vais même vous faire un témoignage perso qui va à l'envers de ça. J'ai eu beaucoup de mal, même en prenant des probiotiques et en changeant d'alimentation, à sortir d'une dysbiose chronique très installée. Et pourtant, tu dois connaître Julien, le professeur Donatini, etc. Enfin, j'avais vraiment essayé beaucoup de choses à l'époque. Et en fait, en abaissant mon niveau de stress, notamment par des exercices de cohérence cardiaque, des exercices de respiration tout simples, ça allié à une alimentation différente et à la prise de probiotiques, etc., en fait, je suis sorti de ma dysbiose. Mais quand j'étais juste encore dans un niveau de stress extrêmement intense, etc., je n'arrivais pas à sortir de ma dysbiose malgré une alimentation honnêtement exemplaire. et donc, moi, encore une fois, je n'ai pas d'études à l'appui, hein, mais en tout cas, je vous parle d'une expérience personnelle. J'ai vraiment la sensation qu'effectivement, le stress qui crée un terrain très très acide ne favorise pas l'implantation d'un microbiote de qualité. En tout cas, ça lui déroule pas un tapis rouge, quoi. C'est sûr. Bon, on pourra peut-être faire une saison 2 ou épisode 2 plutôt de la conférence parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses à dire et c'est top. On est super contente avec Laïla que ça plaise autant avec ses intervenants de grande qualité. On a juste une dernière question qui est plus sur le fait de Adrien, Virginie et Julien. On a pas mal de demandes de sites, les recettes dont tu as parlé, Adrien. Et voilà, pas mal de personnes sont intéressées. Les PDF que tu as partagés aussi, Virginie et Julien. Voilà, toutes les études qu'on peut avoir. C'est vrai que l'auto-formation peut être positive quand elle est bien encadrée aussi et avec plein d'avis différents. Donc voilà, je vous invite, vous trois là, à bien
à bien partager sur la conversation et on le refera sur le site de Make Sense et aussi sur le Facebook pour que vous ayez toutes les clés en main. Déjà, on a eu une très belle conférence et je vais laisser Laïla du coup conclure. Donc oui, je viens de partager le site d'Adrien, là, il faut que ça sorte. Il me manque le lien du site de Virginie qu'on pourrait mettre sur la conversation. Et du coup, oui, merci à tous pour votre intervention. C'était vraiment super intéressant. J'ai appris plein de choses sur comment agir concrètement. Et puis, j'ai trouvé ça très intéressant aussi de voir à quel point l'intestin peut être notre deuxième cerveau au final, comment ça se transmet et comment consommer local, de saison, éviter la cuisson, la réfrigération. Voilà, l'intérêt de manger slow food et bio pour ceux qui peuvent peut nous aider à améliorer notre microbiote intestinal. Du coup, ce que je vais faire, je vais vous parler un petit peu des conférences qui vont avoir lieu cette semaine. Donc, on a sur le site de Make Sense TV, vous avez demain une conférence sur les semences et l'agriculture familiale. Jeudi, on a 2 conférences qui ont l'air super chouettes sur le financement de l'agriculture et comment monter un supermarché coopératif avec la cofondatrice de la Pop La Coupe de Paris, si je ne m'abuse. Et on a aussi un atelier cuisine confinée anti-gaspi. Et puis vendredi, le programme alimentation et aide aux agriculteurs se terminera sur une conf sur consommateurs, comment pouvons-nous choisir l'agriculture de demain. Du coup, voilà, merci à tous pour votre intervention. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont très enjoués par cette conf, donc peut-être qu'un épisode 2, on verra. On va faire la petite photo. Yes. Est-ce que ceux qui le veulent, du coup, peuvent allumer leur vidéo, si vous voulez. Et c'est un peu la tradition Make Sense de petite photo à la fin. Coucou tout le monde. Voilà, trop cool. Super. Pas mal de vidéos s'allument. C'est cool. Top. Il nous manque 2 personnes là. Wouh. Alors, qu'est-ce qu'on fait on mime un microbiote, on mime un microbe, Un microbe, moi ça me va super bien. Un microbe. Ça vous tente? Allez. Ça, si ça vous dit. Et Julien, qu'est-ce que tu nous montres là? Il est sympa ce t-shirt. Waouh. Allez, Putain, mec. feu, go. Yes. Merci. Ah, mais on a raté le micro. Moi, je l'ai raté. Attends, vas-y, recommence. Je crois qu'on n'a pas tout le monde. Alors ouais, en fait, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on est une centaine. Donc tu vois, ouais, ok. en même temps. Ok. Prêt, feu, go. Youhou, c'est trop cool. Merci. Bravo à tous. Merci d'avoir été là. Salut. Merci à tous. Salut. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.